Salut à tous. Nouveau thème pour cette 9e émission, dédiée à l'une des merveilles les plus emblématiques de l'histoire de l'humanité, les pyramides. Au cours des siècles, et encore aujourd'hui, ces structures monumentales fascinent et intriguent les générations, suscitant des questions et des théories sur leur construction, leur signification et leur mystère. Dans cet épisode inaugural, nous survolerons l'une des questions les plus fondamentales, comment les pyramides ont-elles été construites ? Quelles techniques, quelles technologies, quels efforts humains furent nécessaires pour ériger ces monuments imposants, défiant les siècles et les époques ? Ce sujet est tellement vaste que je commencerai par une généralité pour plus tard m'attarder sur des thèmes plus spécifiques. Nous explorerons les différentes théories sur la construction des pyramides, des méthodes conventionnelles basées sur le travail acharné des anciens bâtisseurs, aux hypothèses plus audacieuses impliquant des techniques avancées. Nous examinerons également les indices archéologiques nous permettant de mieux comprendre le processus de construction de ces structures extraordinaires, si tant est que l'on est capable de l'expliquer de manière cohérente. Nous allons partir à travers le temps et l'espace vers le mystère et la grandeur des pyramides pour découvrir les secrets des bâtisseurs et percer les mystères les entourant depuis des millénaires sur Enigma et Mysterium. L'Égypte. Pays regorgeant d'un trésor enfoui dans ses étendues désertiques, se dresse le monument le plus colossal et le plus mystérieux construit par l'homme dans l'histoire de l'humanité. La grande pyramide de Gizeh, également connue sous le nom de pyramide de Khéops, est l'une des 7 merveilles du monde, antique encore debout, et plus grande pyramide égyptienne. Construite pendant l'ancien empire égyptien, probablement vers 2560 avant Jésus-Christ, son érection est faite en l'honneur du pharaon Khéops. La grande pyramide se compose de 3 millions de blocs de calcaire, chacun pesant plusieurs tonnes. Les blocs se constituent en effet principalement de calcaire, mais aussi de granit. Le calcaire est une roche sédimentaire composée de carbonate de calcium, utilisé pour la majorité des blocs de revêtement de la pyramide. Ces blocs de calcaire, taillés avec une grande précision, recouvrent la structure de base en pierre plus grossière. Quant au granit, une roche magmatique composée principalement de quartz, de feldspath et de mica, s'utilise pour certains des blocs internes de la pyramide, ainsi que pour des éléments architecturaux tels que les chambres funéraires et les passages internes. Le calcaire est plus largement disponible dans les carrières de la région de Gizeh, tandis que le granit nécessite d'être transporté sur de longues distances depuis les carrières situées plus au sud, près de la première cataracte du Nil.
Ainsi, les blocs de la pyramide de Gizeh se fabriquent à partir de calcaire pour le revêtement extérieur et de granit pour certains éléments structurels internes. Le plus gros bloc d'ailleurs se situe dans la chambre du roi. Ce bloc de granit rouge formant le plafond de la chambre pèse entre 50 et 80 tonnes. Sa taille et son poids impressionnent et témoignent de l'incroyable ingénierie et de la capacité de construction des anciens bâtisseurs. Sa hauteur est d'environ 146 mètres pour 230 mètres sur chaque côté. Le site couvre initialement une superficie de près de 53 km². Pendant près de 4000 ans, la grande pyramide de Gizeh est la structure la plus haute jamais construite par l'homme, jusqu'à ce que la cathédrale de Lincoln en Angleterre ne la dépasse en hauteur au XIVe siècle. Les pyramides de Gizeh se dressent sur la rive ouest du Nil, à une quinzaine de kilomètres à peine du Caire. Le site se compose de 3 pyramides, dont la plus imposante est notre fameuse Grande Pyramide. Ce véritable miracle d'ingénierie antique est-il réalisable de cette culture pharaonique ? Comment cette civilisation a-t-elle pu découvrir les secrets des mathématiques, de l'astronomie, de la géologie et de l'architecture, encore aujourd'hui en avance sur nos technologies modernes ? Dernière survivante des 7 merveilles de l'Antiquité, ces structures colossales datent d'une époque révolue, comptant parmi les monuments les plus mystérieux jamais construits par l'être humain. Le terme pyramide trouve ses origines dans le grec ancien. Il dérive du mot grec pyramis, signifiant littéralement gâteau à pointe ou gâteau pointu. Cette racine évoque la forme caractéristique des pyramides avec leur sommet apex. L'apex se réfère au point le plus haut de la pyramide où les arêtes des faces triangulaires convergent pour former un seul point. Ce terme grec est emprunté à l'égyptien ancien où il désigne ces structures de forme pyramidale. En cet ancien égyptien, on le traduit par terre élevée, soulignant à la fois la forme de la structure et son rôle symbolique dans la religion et la culture égyptienne. Ces tombes s'érigent pour les pharaons égyptiens sans nul doute possible. Néanmoins, le mystère de leur construction tourne autour de leurs bâtisseurs, car là se situe le problème. Il y a deux faits absolument irréfutables, que d'une, aucune dépouille royale n'a jamais été découverte dans la Grande Pyramide, et de deux, aucune date exacte de la construction de cette incroyable architecture ne peut être mise en avant. La datation au carbone 14 ne donne de résultats que sur des organismes biologiques, alors bien malin le premier qui pourrait annoncer la véritable date de construction de ces structures. Les pyramides ont beau l'air d'être immortelles, elles nécessitent néanmoins une restauration constante car chaque touriste entrant dans la pyramide dégrade par sa présence celle-ci, tout comme ce fut le cas de la grotte de Lascaux. À l'intérieur, un colmatage de nombreuses fissures sont entreprises et un système de ventilation est mis en place dans un souci de préservation du monument. Leur construction se bâtisse par les anciens, disposant d'un outillage de moyens technologiquement rudimentaires. Il est toutefois peu probable que les anciens Égyptiens aient une quelconque notion de géologie moderne et, sans cette science, il est difficilement concevable qu'une structure de cette taille tienne debout sans finir par s'écrouler faute de fondations solides. Le taux maximum admissible de tassement pour les immeubles actuels est de quelques millimètres à plusieurs centimètres par an, en fonction de la qualité de l'ouvrage. Le tassement du Capitole s'estime à 5 cm sur 200 ans. En 5000 ans, la Grande Pyramide, avec son poids de 5,9 millions de tonnes métriques, affiche un tassement de moins d'1 centimètre. La face extérieure de la pyramide comprenait un revêtement de 115 000 pierres, à base de roches calcaires polies pesant jusqu'à 10 tonnes chacune. Cette pierre de fête s'utilise pour donner à la pyramide une finition lisse et brillante, contribuant à la magnificence de la structure vue au lointain. La surface lisse et réfléchissante de la pierre de fête est particulièrement impressionnante, éclairée par le soleil. Cependant, au fil des siècles, une grande partie de la pierre de fête est délibérément dégradée par des pillards de pierre à la suite de catastrophes naturelles, mais également retirée au cours du XIVe siècle pour une utilisation dans la construction de la ville du Caire. Aujourd'hui, il reste peu de traces de la pierre de fête sur la Grande Pyramide, mais des sections de la couche de calcaire poli sont préservées dans certaines parties de la structure, permettant aux visiteurs d'avoir une idée de l'aspect original de celle-ci. Ces pierres de revêtement s'imbriquent avec une tolérance d'1 millième de centimètre, une précision telle que même une lame de rasoir ne se glisse pas dans les jointures. Une précision chirurgicale appliquée sur des kilomètres de façade. Comment expliquer le degré de précision de cette architecture ?
comment ces pierres gigantesques sont taillées, transportées, puis placées les unes sur les autres à des angles bien précis. Le célèbre historien grec Hérodote est le premier à avoir fourni une description de ces dalles, nous fournissant une explication sur la manière dont les pyramides sont construites. Hérodote se rend en Égypte en 440 avant Jésus-Christ. À l'époque, les pyramides sont aussi anciennes aux yeux d'Hérodote qu'Hérodote ne l'est aujourd'hui pour nous. Sa version reste pourtant celle à laquelle souscrivent la plupart des égyptologues contemporains. Ces millions de blocs de pierre sont extraites et acheminées jusqu'au site de la Grande Pyramide en l'espace de 20 ans. Il ne fallait pas traîner. Au-delà du questionnement sur l'acheminement des pierres, comment ces blocs énormes se positionnent de la sorte et comment réalise-t-on une architecture si précise en si peu de temps? La précision avec laquelle les pierres de la Grande Pyramide de Gizeh sont taillées et assemblées est remarquable, surtout compte tenu des moyens limités dont disposent les anciens Égyptiens. La marge d'erreur dans les encastrements de pierres est incroyablement minime, mesurée en millimètres, voire en fractions de millimètres. Absolument impossible de parvenir à un tel résultat avec les moyens actuels de construction. Des études modernes révèlent que les blocs de pierre sont taillés avec une précision extrême, avec des angles presque parfaits et des joints si serrés qu'ils sont parfois presque imperceptibles. Les constructeurs de cette pyramide possèdent sans nul doute une expertise remarquable en matière de taille de pierre et de construction, avec un développement de techniques sophistiquées pour réaliser une telle structure monumentale d'une telle précision. Il ne s'agit pas seulement d'empiler des pierres les unes sur des autres, il faut tenir compte de l'intégrité architecturale. Quant au transport de ces pierres, nous parlons d'une culture avec peu de moyens technologiques et des outils primitifs à sa disposition. Lorsque Hérodote visite le site, les Égyptiens de cette époque lui racontent qu'un contingent constant de 100 000 hommes, remplacés tous les trimestres, ont dû travailler 20 années durant pour construire la Grande Pyramide. Or, 20 ans pour construire ce monument. La pose de ces pierres gigantesques doit être terminée en 3 minutes 30, et cela 24 heures sur 24. L'hypothèse selon laquelle les grandes pyramides se construisent avec de la pierre brute et des outils de cuivre est peu plausible. Ces gens ne connaissent pas la roue comme moyen de transport, pas de poulie, ni d'instruments de mesure, pas de clés, pas de mât de charge, ni aucun type d'appareil de levage. Pourtant, des centaines de blocs pesant jusqu'à 30 tonnes se posent à une hauteur considérable avec des mâts de bois et des plans inclinés, mais arrivent à placer les pierres de façon extrêmement précise. L'acheminement des pierres jusqu'au site reste une tâche tout aussi surhumaine, à traîner ces blocs sur d'énormes traîneaux ou de les faire rouler sur un tapis de troncs d'arbres. Les pierres extraites de carrières sont de plus très éloignées, transportées par la rivière. Le bateau utilisé pour transporter ces pierres s'appelle la barque solaire. Ces embarcations transportent divers matériaux, y compris nos blocs de pierre massifs. Les barques solaires se conçoivent spécialement pour naviguer sur le Nil, fleuve traversant l'Égypte, et moyen de transport essentiel pour la civilisation égyptienne antique. Ces bateaux se décorent et s'équipent de manière élaborée, certains sont même enterrés près des pyramides en tant que partie des rites funéraires des pharaons pour les transporter vers l'au-delà. Certains de ces bateaux solaires les plus célèbres sont découverts près de la Grande Pyramide de Gizeh, notamment le célèbre bateau solaire de Khéops, découvert dans une fosse près de la pyramide du même nom. Une chaussée de 2 km de long permet le transport des monolithes jusqu'au site. Les pierres sont ensuite hissées le long d'une rampe, élevées d'étage en étage au moyen de leviers pour finalement être mises en place. Ce chantier requiert une main-d'œuvre très nombreuse, probablement le plus grand travail d'équipe de tous les temps. Cette version très répandue est amplement diffusée par Hollywood dans ses films où des centaines de milliers d'esclaves servent à la construction. Pourtant, la possibilité de faire trimer des milliers d'esclaves durant 20 ans paraît peu probable, faute de main-d'œuvre, justement, et certainement pas à la manière d'un long fleuve tranquille. Voici le top 5 des travailleurs égyptiens. La majorité des ouvriers participant à la construction des pyramides sont des locaux. Ces travailleurs se recrutent temporairement pour travailler sur les projets de construction et payés pour leur travail. D'autres travailleurs sont des paysans et des agriculteurs employés pendant la saison morte, lorsque les travaux agricoles sont moins nombreux. Ces travailleurs sont toutefois réquisitionnés, donc on ne leur demande pas leur avis, pour bosser pendant les périodes où leurs services ne sont pas nécessaires dans les champs. Certains ouvriers travaillent sur les parties plus techniques de la construction, comme la taille et le transport des blocs de pierre. Ce sont des travailleurs spécialisés recevant une formation pour ces tâches. Ces travailleurs se recrutent parmi les artisans et les métiers spécialisés de l'époque.
Une partie de la main-d'œuvre utilisée sont des esclaves étrangers, capturés lors de conflits militaires ou acquis par le biais du commerce d'esclaves. Cette théorie se conteste par certains chercheurs, estimant que les preuves archéologiques ne soutiennent pas l'idée d'une utilisation généralisée d'esclaves dans la construction des pyramides. Il est vrai que l'on n'a pas utilisé d'esclaves pour construire des stades de foot. Les avis restent partagés entre l'hypothèse des rouleaux et celle des rampes. Elles s'enseignent comme des faits établis, mais ne constituent pas des théories viables. Cette ronde de 2 km, construite là, puis de plus en plus inclinée à mesure que la pyramide gagne en hauteur, requiert encore plus d'efforts que la construction de la pyramide elle-même, ce qui suppose d'énormes déchets de construction à se débarrasser par la suite. Mais où sont ces déchets ? Apparemment, Gérard Majax est passé par là. La théorie des troncs d'arbres faisant office de tapis roulant est aussi à exclure. En effet, parmi l'acacia, le tamaris, le palmier, le sycomore ou encore le dattier, aucun de ceux-ci ne sont capables de supporter de telles charges. De plus, leur importation nécessite plus de bateaux que l'Égypte n'en possédera jamais pour transporter 25 millions de troncs d'arbres. Donc, une autre méthode pour lever et acheminer ces monolithes extrêmement lourds est nécessaire. Or, il n'y a pas la moindre trace historique de l'existence de tels systèmes dans l'Égypte antique. Divers corps de métiers modernes s'évertuent à tenter de comprendre comment cette culture égyptienne peut accomplir une telle prouesse. Comment expliquer que des énormes dalles de granit rose soient placées au fond de la chambre du roi et que les passages soient aménagés à l'intérieur de la grande pyramide ? De ce grand chantier, il ne reste aucune illustration ni de dessin à même de nous fournir le moindre indice sur sa construction. Les Égyptiens nous lèguent pourtant quelques 3000 ans d'histoire écrite et picturale, une véritable chronique de leur civilisation, rapportant la naissance d'enfants, le labourage des récoltes, l'apprentissage, les sacrifices, les prières, l'embobement, mais pas la moindre allusion aux pyramides de Gizeh. Peut-être que ces registres restent encore à découvrir. Il est également de bon ton de faire preuve de prudence avant d'aborder les secrets des pharaons. L'histoire de leur malédiction entoure les événements de la découverte de la tombe de Toutankhamon par Howard Carter et Lord Carnarvon le 4 novembre 1922. Une malédiction, inscrite sur une tablette, avertit que tous ceux qui perturberaient le repos du pharaon subiraient des conséquences terribles. Peu de temps après l'ouverture de la tombe, plusieurs personnes liées à son excavation ou à sa visite décèdent dans des circonstances mystérieuses ou tragiques. Lord Carnarvon, financeur des fouilles, meurt en avril 1923 d'une infection causée par une piqûre de moustique. D'autres membres de l'expédition sont également victimes de maladies ou de décès prématurés, et ces événements alimentent la croyance populaire en une malédiction associée à la profanation de la tombe de Toutankhamon. Il est important de noter toutefois que ces incidents peuvent s'expliquer de manière rationnelle. Les décès sont souvent dus à des causes naturelles ou à des maladies, et certains d'entre eux ont été exagérés, voire inventés par les médias de l'époque pour créer du sensationnalisme. Malgré cela, la légende de la malédiction des pharaons reste ancrée dans la culture populaire et inspirera de nombreux récits, livres et films sur le thème de l'archéologie et du mystère des anciennes civilisations égyptiennes. À tout point de vue, le site de Gizeh représente un formidable mystère architectural et archéologique. L'alignement parfait des 4 faces de la Grande Pyramide sur les points cardinaux suppose que chacun des 3 millions de blocs sont parfaitement placés, chaque assise exactement orientée, et les angles de base de l'édifice, à une amplitude exacte de 90 degrés, restent d'une précision incroyable pour n'importe quel édifice, même à l'heure actuelle. La pyramide principale, le temple et le sphinx sont dépourvus d'inscriptions, hormis quelques graffitis. Les attribuer à tel ou tel pharaon est spéculatif et fondé sur une interprétation arbitraire face à des indices dont la valeur reste discutable. Les 3 pyramides de Gizeh sont par convention les tombes des pharaons Khéops, Khéphren et Mykérinos. Ces 3 souverains de la 4e dynastie ne sont mentionnés dans aucun texte comme étant les bâtisseurs de ces édifices. Le colonel Richard William Howard Wise, un officier britannique et un égyptologue amateur, mène des recherches et des explorations sur le plateau de Gizeh au début du 19e siècle. Le colonel Wise est célèbre pour avoir supervisé une expédition découvrant les célèbres inscriptions sur les blocs de pierre à l'intérieur de la chambre du roi de la pyramide de Khéops en 1837. L'une de ses découvertes les plus importantes est l'identification de graffitis inscrits sur les murs de la chambre du roi.
Ces inscriptions, connues sous le nom de marques de Khéops, s'interprètent comme des preuves de la construction de la pyramide sous le règne de ce pharaon, mais cette théorie se conteste par certains chercheurs. Le colonel Wise découvrira également une pièce en métal lors de ses travaux d'exploration sur la face sud de la Grande Pyramide. Cette découverte suscitera beaucoup d'intérêt et apporte une preuve supplémentaire de l'ancienneté de la structure. La pièce en question est un petit morceau de métal mesurant environ 25 cm de long et 6 cm de large. Mince, elle semble être en fer ou en bronze. Sa forme et son apparence conduisent à des spéculations sur son origine et son utilisation. Elle est découverte dans une fissure dans la maçonnerie de la face sud de la pyramide à environ 6 mètres au-dessus du sol. Cette découverte importante se décline comme une preuve de la technique de construction utilisée par les anciens Égyptiens pour élever les blocs de pierre massifs. Cependant, la nature exacte de cette pièce de métal et son origine restent l'objet de débats et de spéculations. La composition exacte n'est pas claire. Certains rapports de l'époque suggèrent qu'il s'agit de fer, tandis que d'autres la décrivent simplement comme une substance métallique. Les sources historiques ne fournissent pas suffisamment de détails pour déterminer avec certitude le type de métal. Cependant, si la pièce est en effet du fer, cela aurait des implications significatives pour la construction de la Grande Pyramide. Le fer est un matériau précieux et difficile à obtenir à l'époque de sa construction, ce qui aurait soulevé des questions sur son utilisation et son traitement par les anciens bâtisseurs. Toutefois, sans analyse chimique directe de la pièce elle-même, il est difficile de confirmer sa composition exacte. Plusieurs tentatives sont faites pour analyser la plaque et déterminer son âge et son origine. Des analyses métallurgiques sont réalisées pour déterminer la composition du métal. Des expériences sont également menées pour tenter de reproduire le processus de corrosion observé sur la plaque et pour déterminer si elle a pu être insérée dans la pyramide à une date ultérieure. Certains suggèrent qu'il pourrait s'agir d'une ancienne pièce d'outillage ou de fixation, utilisée par les constructeurs, tandis que d'autres proposent des explications alternatives. L'âge du fer en Égypte commence vers la fin de la période du Nouvel Empire, vers 1200 avant Jésus-Christ. Il se poursuit jusqu'à l'époque tardive de l'Égypte antique, jusqu'à 600 avant Jésus-Christ, et l'adoption complète du fer dans la technologie et la culture égyptienne est progressive et n'est pas uniforme dans tout le pays. La transition de l'utilisation du bronze à celle du fer eut lieu au cours d'une période de plusieurs siècles et influencée par des facteurs tels que les contacts avec d'autres cultures et les développements technologiques. Malgré les analyses et les expériences, aucune conclusion définitive n'est atteinte quant à l'origine de la plaque de fer. Certaines théories suggèrent qu'elle pourrait être le résultat d'une contamination moderne ou d'une altération de la chambre au fil du temps. D'autres spéculations incluent la possibilité de son introduction dans la pyramide à une date ultérieure pour des raisons inconnues. Notre fameux colonel et son équipe, lors de ses expéditions à l'intérieur de la Grande Pyramide, firent une découverte remarquable. Des inscriptions sont gravées sur les murs de la chambre du roi. Ces inscriptions semblent porter le nom du pharaon Khéops et fournir des détails sur la construction de la pyramide. Wise est enthousiaste de sa découverte et partage ses trouvailles avec la communauté scientifique. Mais à mesure que la nouvelle se répand, des questions surgissent quant à l'authenticité de celle-ci. Certains chercheurs remettent en question la possibilité que de telles inscriptions aient pu survivre à des millénaires sans être altérées. Le débat sur leur authenticité divise la communauté égyptologique. Certains soutiennent que les inscriptions sont authentiques et fournissent des preuves importantes sur l'histoire de la pyramide de Khéops. D'autres toutefois sont sceptiques et soupçonnent que Wise ait pu ajouter les inscriptions lui-même pour donner du crédit à ses découvertes. Au fil des années, de nouvelles études et analyses sont menées pour tenter de résoudre le mystère des caractères. Bien que le débat n'ait jamais été complètement résolu, de nombreux chercheurs modernes penchent vers l'hypothèse selon laquelle les inscriptions sont des ajouts postérieurs. Quelle que soit la vérité sur les gravures de la chambre du roi, leur histoire continue d'inspirer et de fasciner les chercheurs, témoignant de la complexité et de la richesse de l'histoire ancienne de l'Égypte. La datation officielle de la Grande Pyramide de Gizeh se situe autour de 2580 à 2560 avant Jésus-Christ, sous le règne du pharaon Khéops. Cette datation se base sur divers indices archéologiques, historiques et scientifiques, bien que certains débats et controverses subsistent quant à la précision exacte de cette chronologie.
Le grand sphinx de Gizeh aurait été sculpté durant l'Ancien Empire, période considérée par les Égyptiens antiques comme l'âge d'or de leur civilisation sous l'ordre du pharaon Khéphren, fils de Khéops, régnant sous la 4e dynastie de 2520 à 2494 avant Jésus-Christ. Le visage du sphinx est officiellement conçu à l'image de ce souverain, mais dont le corps n'a pas été retrouvé. Il est vrai qu'au fil des siècles, de nombreux tombeaux seront pillés et leur contenu dispersé ou détruit. Ainsi, de tels avis se fondent sur l'existence de quelques statues susceptibles ou non de reproduire fidèlement la physionomie du pharaon, dont la plus connue est sculptée dans un bloc de diorite noir présenté dans le musée du Caire. Toutefois, la comparaison entre le visage de la statue et du sphinx ne trouve pas vraiment de ressemblance. Les égyptologues sont d'ailleurs d'accord là-dessus, mais c'est comme ça et rien ne change. Comment voulez-vous après les prendre au sérieux lorsque même des preuves mises sous leur nez ne modifient pas leur conception de l'Égypte antique figée dans le temps? Notre sphinx pourrait aussi bien appartenir à d'autres pharaons tels que Ramsès II qui fut le dernier à avoir considérablement retravaillé le visage du sphinx vers 1279 avant Jésus-Christ. Il est vrai que durant des millénaires, la tête du sphinx dépassait du sable, ce qui laissait libre tout souverain de le faire modifier à son image en faisant des économies d'échafaudage. Des chercheurs indépendants invitent l'inspecteur Frank Domingo en 1993, expert de la police de New York, à se rendre en Égypte. Frank Domingo, c'est 30 ans de service dans la médecine légale, reconnu comme spécialiste de l'analyse de portraits robots. Son expérience et ses connaissances en matière de morphologie va lui permettre une comparaison du visage du sphinx à celui de Khéphren. Dans les conclusions de son rapport, son verdict définitif est que ces représentations présentent deux individus distincts. Et bref, il n'y a pas besoin de sortir de Saint-Cyr pour s'apercevoir que ce n'est pas le même gars. Les historiens et archéologues admettent la présence de retouches majeures de la tête, mais aussi un problème de proportionnalité entre la tête et le corps. Il s'agirait d'un prototype, les bâtisseurs de la 4e dynastie n'ayant pas encore établi de règles de proportion entre la tête et le corps du lion. Sans aller chercher très loin, jadis la tête était bien plus volumineuse et les retouches successives ont diminué le volume de la tête, c'est QFD. Tout comme la pyramide, dater le sphinx précisément est impossible avec nos technologies actuelles. D'après les égyptologues, le sphinx date de la 4e dynastie, mais en l'absence de textes anciens, encore une fois, seules des extrapolations peuvent nous guider. Seule une unique syllabe gravée sur la stèle de granit, dressée entre les pattes avant du sphinx, passe pour preuve que Khéphren ordonna la réalisation de la statue. Cette stèle commémore surtout les travaux entrepris par Ramsès II au XIVe siècle avant Jésus-Christ pour désensabler la bête. Le mot manquant se complète par déduction par les traducteurs, déduisant que Kaf ne pouvait que signifier Khéphren. Dans son étude de 1949, l'égyptologue Selim Hassan indique que la ligne tronquée ne relie en rien le sphinx et que seule une indication circonstancielle révélerait sa véritable identité. Un autre point important est que ce sont des travaux de restauration et pas de construction. Donc, l'éventualité que le site de Gizeh se conçoive bien avant le règne de Khéphren par d'anciens bâtisseurs est une possibilité, voire une probabilité. René Schwaller de Lubix, mathématicien, philosophe et spécialiste de la symbolique de l'Égypte antique, affirme que le grand sphinx de Gizeh présente des signes d'érosion par l'eau. Tout comme nous avons pu voir l'Antarctique resplendissant d'une forêt équatoriale, nous pouvons admettre que de vastes mouvements d'eau sont passés sur l'Égypte, laissant le corps léonin, à l'exception de la tête, montrer une indiscutable érosion aquatique. Ce qui remettrait la version officielle de la création du sphinx bien mal en point. Le chercheur indépendant John Anthony West, à la fin des années 70, remet justement en question la date de la création du sphinx. Les traces d'érosion sont en effet visibles sur le corps, sur le mur d'enceinte qui l'entoure et sur les temples de la vallée, mais pas sur les pyramides. Les tombes réalisées à l'époque du pharaon Khéphren ne présentent pas non plus de marques d'érosion. L'Égypte n'a pas toujours été aussi aride qu'aujourd'hui. Les changements climatiques sont un cycle commun pour la Terre. Nous ne le voyons pas car cela s'étend sur des milliers d'années. De fait, les inondations périodiques provoquées par la montée du niveau de la mer et de gigantesques creux du Nil causées par la fonte des glaces de la dernière ère glaciaire, connue sous le nom de Quaternaire, s'est terminé il y a environ 11 700 ans. Cet événement marque la fin du Pléistocène et le début de l'Holocène, notre époque géologique actuelle. La fonte des glaciers et la fin de la période glaciaire entraînent des changements majeurs dans le climat, l'environnement et la vie sur Terre.
John Anthony West contacte Robert Schoch en 1989, professeur de géologie à l'université de Boston, spécialiste de l'érosion des roches tendres. Il n'y a pas de sommetier après tout. Sceptique au départ sur le fait que le Sphinx puisse être plus ancien que les dates officielles, Schoch changea d'avis lors de sa première visite du site. Sa confirmation de l'érosion par l'eau du monument est évidente. Pour lui, ce phénomène ne vient pas d'inondation, mais de précipitation, de fortes pluies capables d'engendrer une érosion caractéristique visible sur le Sphinx. Celle-ci cesse de s'abattre sur l'Égypte depuis plusieurs millénaires, avant la date admise pour la création de ce monument. Robert avance même une estimation se situant entre 7000 et 5000 avant notre ère. La vallée du Nil est alors occupée par des peuplades néolithiques primitives équipées d'un outillage rudimentaire. Donc notre Sphinx, ainsi que son temple, composé de blocs faisant plusieurs dizaines de tonnes, vous savez, celles qu'on tire avec des cordes sur une pente ascendante, présentent les mêmes traces d'érosion. En fait, toutes ces structures auraient pu être érigées par une civilisation possédant des moyens techniques leur permettant de déplacer avec facilité ces blocs gigantesques. Et que l'on ne le veuille ou non, cela me paraît la seule théorie valable si on retire les aliens de ce contexte. Mettons en perspective quelques dates. Âge de la Terre, 4,5 milliards d'années. Première forme de vie, 4,1 milliards d'années. Dernier dinosaure, 65 millions d'années. Apparition de l'homme, 300 000 ans. Âge de la civilisation ancienne la plus connue, Sumer, 4000 ans avant Jésus-Christ. Donc, si l'on se réfère à nos spécialistes, entre 65 millions et 300 000 ans, on n'a eu le droit qu'à des petits mammifères. Comprenez bien qu'en 6000 ans, on en est là aujourd'hui. Est-il donc aussi improbable qu'une ou plusieurs civilisations ont pu se développer bien au-delà de notre civilisation actuelle pendant des dizaines de milliers d'années, finissant par s'éteindre avec quelques rescapés retournés à la vie sauvage en attendant une nouvelle ère et laissant infatigablement la place à la nature reconquérante. West avança alors une datation plus audacieuse, faisant remonter l'édification du Sphinx à une époque antérieure compris entre 9000 et 15000 ans avant notre ère. Les deux hommes présentent les résultats de leurs recherches à la Geological Society of America, où plusieurs centaines de géologues cautionnent la logique de leur démarche. D'autres examens de sismographie s'entreprennent sur le Sphinx. Autour du monument, la présence d'anomalies et de cavités dans le soubassement rocheux situé entre les pattes et le long des flancs du Sphinx décrivent une salle rectangulaire de forme régulière d'environ 9 mètres sur 12. Et là, sans crier gare, et sur avis des égyptologues occidentaux, le gouvernement égyptien s'oppose désormais à toute recherche géologique ou sismographique aux abords du Sphinx, ce depuis 1993 sans une autorisation des autorités. Ce Sphinx, gardien des 3 pyramides de Gizeh, décèle une structure géométrique souterraine se trouvant sous le plateau et sous le Sphinx proprement dit. La civilisation égyptienne ne fut pas un développement, mais un héritage. Ce constat est à mettre en relation avec un passage des textes des pyramides d'Ounas mentionnant un continent lointain situé vers l'ouest nommé Amentet. Des éruptions volcaniques créèrent un cataclysme, voire un tsunami, dévastant cette île vers l'ouest. L'Égypte retrouve ainsi ses fondations dans une civilisation antérieure influente. Les anciens auraient prévu l'imminence de la catastrophe et afin que la connaissance ne se perde pas, les anciens creusèrent le sol pour y établir des sites souterrains gravés de signes hiéroglyphiques. Une transmission de savoir d'une vieille civilisation en perdition vers la jeune Égypte. Une version arabe de l'origine des pyramides attribue leur construction à un roi antédiluvien. Le terme antédiluvien fait référence à une période de temps qui précède un déluge, et plutôt celui associé au déluge biblique, c'est-à-dire au plus grand déluge décrit dans la Bible, engloutissant la terre et anéantissant la plupart de la vie sur celle-ci. Selon la tradition biblique, cette inondation est envoyée par Dieu en punition de la méchanceté et de la corruption des êtres humains. Ainsi, lorsque l'on parle de quelque chose d'antédiluvien, on se réfère à quelque chose qui a existé ou s'est produit avant ce grand déluge. Donc ce roi fut averti en songe de l'imminence du déluge et fit édifier ces sites souterrains selon le plan des sages. Il ordonna aux prêtres d'y déposer les secrets de leur science et les préceptes de leur sagesse. Le médium Edgar Cayce propose une version tout à fait compatible. D'après lui, les pyramides et le Sphinx de Gizeh se bâtissent pour abriter les archives de l'Atlantide dont on savait qu'elle allait bientôt disparaître.
Il existerait une entrée vers une salle souterraine à partir de la patte avant droite du Sphinx. Un tunnel aboutirait à une salle non encore découverte, contenant les archives de la civilisation atlante. Ce qui expliquerait pourquoi les égyptologues européens étaient si pressés de fermer le site. Le philosophe Jean Blic rapporte cette observation au sujet de l'entrée de la Grande Pyramide par le corps du Sphinx. Cette entrée est aujourd'hui obstruée par le sable et les décombres. Les pattes avant du colosse étaient autrefois fermées par une grille de bronze dont seuls les mages pouvaient actionner le mécanisme caché dans le ventre du Sphinx. La tradition locale arabe du 19e siècle affirme l'existence des salles souterraines sous le Sphinx, renfermant des trésors ou des objets magiques. Cette croyance est étayée par les écrits de l'historien romain du 1er siècle, Pline l'Ancien, selon lequel profondément en dessous du Sphinx se dissimule la tombe d'un dirigeant appelé Harmakis, contenant un grand trésor. Selon Massoudi, au Xe siècle, des statues mécaniques dotées de propriétés stupéfiantes gardent des souterrains situés sous la Grande Pyramide. Anciennes de 1000 ans, on compare leur description à celle des robots de nos jours. Massoudi raconte que les automates se programment pour être sensibles à l'intolérance car ils détruisent tout, sauf ceux dont la conduite leur valait d'être admis. Autant vous dire qu'aujourd'hui, il y aurait peu d'élus. Massoudi prétend que les manuscrits des sages et les acquis dans divers arts et sciences sont profondément cachés. Ils constituent ainsi une mémoire réservée aux intérêts futurs de ceux qui pourraient un jour les comprendre. Massoudi témoigne. J'ai vu des choses impossibles à décrire, de crainte que l'on se mette à douter de ma santé mentale, mais cependant, je les ai vues. Beaucoup d'auteurs antiques attestent de l'existence de ce passage souterrain reliant les pyramides entre elles, notamment Hérodote et Crantor. Crantor, moins connu qu'Hérodote, est un philosophe grec des environs du IVe siècle avant Jésus-Christ. Originaire de Soloï, une ancienne ville de Chypre, Crantor est un élève et disciple de Platon, membre de l'académie platonicienne à Athènes. Hérodote écrit qu'il a reçu des confidences des prêtres égyptiens au sujet de salles souterraines sous le plateau de Gizeh. L'historien égyptien Ibn Abd al-Hakem pense que les pyramides sont construites pour préserver un savoir antédiluvien, notamment les livres d'archives traitant de la médecine, des médicaments, de l'astrologie, de l'arithmétique, de la géométrie et de tout ce qu'il y a eu ou aura depuis le début jusqu'à la fin des temps. Abd al-Hakem vivait au 9e siècle et ignore naturellement tout de la métallurgie avancée de la matière plastique. Parmi les objets préservés de l'inondation dans la pyramide, il mentionne pourtant des armes qui ne rouillaient pas et du verre qui ne pouvait être plié sans se briser. Ce qui n'est pas sans rappeler cette matière à mémoire de forme retrouvée sur le site de Roswell. Il existe 3 puits creusés dans le Sphinx. Émile Barrès découvre un souterrain ouvrant sur son flanc nord. Henry Weiss découvre en 1881 un autre tunnel dont l'entrée se situe à l'arrière de la sculpture. Bien des voyageurs dans un passé lointain les avaient déjà mentionnés, notamment Guidonis Panciroli dans son Histoire de choses mémorables perdues, publiée en 1599. Pour les 2 dernières décennies du XXe siècle, le géophysicien américain Thomas de Becket est la seule personne autorisée à sonder les abords du Sphinx. Il détecte en 1990 des anomalies pouvant correspondre à des cavités souterraines à l'aide d'un sismographe et aurait décelé une chambre rectangulaire sous les pattes du Sphinx. La construction des pyramides de Gizeh et du Sphinx, bien que traditionnellement attribuée aux anciens Égyptiens, demeure un mystère absolu donnant lieu à une multitude de théories et d'extrapolations. Ces monuments emblématiques, symbole de la grandeur et de la civilisation avancée dans l'ancienne Égypte, suscitent des interrogations quant à leur origine et à leur construction. Alors que les indices archéologiques et historiques appuient généralement l'idée que les Égyptiens de l'Antiquité ont édifié ces monuments, des théories alternatives suggèrent que d'autres civilisations, voire des entités extraterrestres, pourraient avoir joué un rôle dans leur édification. Ces spéculations alimentent un débat persistant reflétant la complexité de notre compréhension de l'histoire ancienne et de l'ingéniosité humaine. Quelle que soit l'explication retenue, les pyramides de Gizeh et le Sphinx demeurent des témoins éternels de l'ingéniosité et de la créativité de l'humanité dans sa quête de réalisation monumentale. Leur construction, quel était le fruit du travail acharné des anciens Égyptiens ou d'une intervention extérieure, reste un exploit extraordinaire continuant de fasciner et d'inspirer les générations futures.
Merci de m'avoir suivi, n'oubliez pas de vous abonner, mettez un pouce bleu pour soutenir la chaîne et activez la cloche des notifications pour ne rien louper des prochaines émissions. Restez curieux, restez éveillés et méfiez-vous des momies la nuit, on ne sait jamais. À prochaine sur Enigma et Mysterium.